Salut, on se retrouve aujourd'hui pour répondre à toutes vos questions concernant le Grand Prix de Formule 1 de Monza. C'est parti. Première question, si je regarde ici, c'est parce que je lis mon ordinateur. Combien de temps tu t'es pris à l'avance pour prendre les billets ? Je crois que les billetteries sont spécifiques à chaque Grand Prix de Formule 1. Chaque Grand Prix organise le moment où ils sortent les billets, s'ils font plusieurs vagues de billets, etc. Et en l'occurrence, je crois que Monza, ils sont vraiment différents des autres. Je sais que donc pour ce Grand Prix de 2023, ils avaient fait une première vague de billets fin d'année 2022. Et ensuite, ils ont fait une deuxième vague de billets fin janvier, début février 2023. Et c'est à ce moment-là que moi, j'ai acheté les billets. Donc du coup, ce qui fait que je me suis pris à peu près février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, 8 mois à l'avance. Sachant qu'en plus, quand la deuxième vague de billets est sortie, c'est parti vraiment en 3-4 jours, les billets les plus intéressants étaient déjà sold out. Et d'ailleurs, je vais compléter cette question, parce qu'on m'a posé d'autres questions au moment où j'avais acheté les billets. Il faut savoir que pour savoir quand les Grands Prix ouvrent les billetteries, soit effectivement il faut les suivre sur les réseaux sociaux et être alerte à leurs stories, leurs publications liées à l'ouverture des billetteries. Moi, je vous recommande sinon de vous abonner, d'inscrire votre mail en fait dans les alertes billetterie. Alors, soit il y a le site de la Formule 1 qui permet d'être alerté, mais elle ne fonctionne pas forcément parce que moi je sais que j'ai pas reçu des alertes pour certains Grands Prix. Sinon, tout simplement, certains sites de Grands Prix laissent la possibilité de renseigner son mail et d'être alerté quand la billetterie ouvre. Donc voilà, ça peut être une solution pour recevoir un mail et savoir quand les billetteries ouvrent et pouvoir commander son billet à temps. Deuxième question, et là j'en ai regroupé deux parce qu'elles se ressemblaient un petit peu, ou en tout cas elles se complétaient. La première c'était où étais-tu installé dans le circuit, quelle tribune ? Et la deuxième, l'accessibilité au gradin pour le GP, il faut un pass spécial ou pas ? Alors moi, pour ce Grand Prix de Monza, j'étais dans la tribune 4. Donc la tribune 4, comme je l'avais un petit peu montré, expliqué sur mon vlog, sur la vidéo que j'ai fait sur Monza, que je vous mettrai sur le petit. Donc moi j'étais en tribune 4, donc c'est celle qui donne à la fois sur la sortie des stands, sur la ligne de départ. Donc en fait on a une vue plutôt intéressante parce que du coup on peut voir comment ça se passe quand ils sortent des stands, on voit le départ plus que très bien et l'avantage aussi c'est qu'on a un écran pour pouvoir plus ou moins suivre la course. Quant à l'accessibilité au gradin, forcément quand on achète des billets pour gradin, forcément on a un accès différent de ceux qui font un billet pour être dans l'herbe, etc. Donc quand on arrive au Grand Prix et qu'on veut accéder à notre tribune, donc par exemple il y a une tribune 4, il fallait à l'entrée de la tribune que je bip mon pass pour pouvoir rentrer dans ma tribune. Parce que sinon il y aurait des gens qui n'auraient pas payé les prix qu'on a payés et qui pourraient avoir accès, donc ce serait pas juste et correct pour les personnes qui ont payé des accès plus chers. Donc oui, il faut bien biper son entrée à la fois donc à l'entrée du Grand Prix et à l'entrée de sa tribune. Troisième question, où sont les meilleures places pour le Grand Prix ? Alors je pense que c'est propre à chacun. Moi je me suis rendu compte en étant sur le Grand Prix qu'il y a deux endroits qui pour moi sont intéressants quand on va à ce Grand Prix. Là où j'étais, donc la ligne de départ, parce que je trouve que c'est intéressant quand on fait des Grands Prix de voir aussi cette vision de ligne de départ, de stand, etc. De voir comment ça rend et comment c'est en vrai. Donc je pense que si vous allez faire des Grands Prix ou si vous faites plusieurs Grands Prix, je pense que cette vue-là c'est intéressant. Et spécifiquement au Grand Prix de Monza, je pense que la toute première succession de virages, donc droite-gauche, elle peut être hyper intéressante à voir en vrai parce que du coup on vient d'une ligne droite hyper rapide. Donc c'est gros freinage, succession de virages, je pense que ça peut être hyper intéressant. Et d'ailleurs c'est souvent là qu'on a des petites sorties de piste, des petits accidents, etc. Donc je pense que à voir en vrai ça peut être hyper intéressant. Si je retourne à Monza et je pense retourner à Monza dans les prochaines années, je prendrai un billet de tribune à cet endroit-là. Quatrième question, apparemment les F1 elles vont beaucoup plus vite que ce qu'on croit et c'est dur de les voir. Et ce qu'il faut savoir c'est qu'à la télé effectivement on n'a pas cette impression de vitesse réelle. On a toujours l'impression qu'on voit que ça va vite mais on se rend pas compte les vraies vitesses auxquelles roulent les Formule 1. Idem pour les Formule 2, Formule 3, etc. Et donc en vrai, effectivement, on se rend compte de la vitesse. Moi, de mon placement, donc j'étais en pleine ligne droite. Alors, on va pas dire que c'est dur de les voir, mais effectivement, si on en regagne une passée, une deuxième passée, au bout d'un moment, on arrête de tourner la tête parce que on va pas regarder les 20 monoplaces passer, c'est pas possible, on va avoir un torticolis à la fin. Donc effectivement, ça passe très vite. On les voit passer, mais on voit passer vraiment
une couleur et on peut pas forcément suivre toutes les monoplaces roulées, sinon ça n'en finit pas. 5e question, alors toutes les parties coûts qui sont intégrées à certaines questions, j'y répondrai plus tard, il y a une question globale sur le coût, donc je vais pas répondre sur celle-ci, mais j'y répondrai après. Et en vrai, c'est le même bruit que quand on y regarde à la télé ou pas. Je vous confirme, le bruit des Formule 1, c'est exactement le même bruit que l'on entend à la télé quand on regarde un Grand Prix, que ce soit à la fois le bruit lorsque la monoplace roule, lorsque la monoplace est au ralenti, lorsque la monoplace rentre dans les stands, lorsqu'il y a un changement de pneus, etc. etc. Tous ces bruits que vous entendez lors d'un Grand Prix à la télé, c'est exactement les mêmes en vrai, sauf que c'est amplifié, puisque évidemment à la télé, les bruits sont bas pour laisser place aux commentateurs, animateurs, etc. Tout ça fait qu'ils mettent le bruit des monoplaces beaucoup plus bas, donc en vrai c'est le même bruit mais en plus amplifié. 6e question, plutôt TV ou gradin pour regarder un Grand Prix? Alors, je sais pas si je prends la question dans le bon sens, mais pour moi, c'est plutôt regarder un Grand Prix à la maison ou regarder un Grand Prix en réalité. Je pense qu'il faut des deux. C'est-à-dire que c'est vraiment très cool d'assister à un Grand Prix, de voir en vrai, de pouvoir écouter les vrais sons, voir la vraie vitesse, etc., etc. Donc, c'est une expérience de dingue. Mais la réalité aussi, c'est que pour suivre vraiment un Grand Prix de A à Z, d'avoir toutes les informations en temps réel, etc., quand on est sur place, c'est impossible. On loupe toutes les informations, on loupe une grande majorité des actions, puisqu'en fait, même si on a un écran, l'écran ne donne pas toutes les informations, contrairement à la télé, et encore moins si vous avez un abonnement F1 TV. Donc, je pense qu'il faut un mix des deux, ou alors si vous allez à un Grand Prix sur place, il faut avoir toutes les informations sur son téléphone, en temps réel, etc., pour pouvoir profiter pleinement d'un Grand Prix. 7e question, et là j'en ai un peu regroupé deux. La première, c'est est-ce que c'est assez bien organisé, parce que Spa, personne sait jamais rien, et niveau trafic, pas trop de bouchons. Alors en termes d'organisation, moi de mon expérience, j'ai trouvé ça très très bien organisé. Alors pourtant on m'avait plutôt alerté avant de partir comme quoi c'était catastrophique les années précédentes, l'organisation, apparemment il y avait un système de jetons, les bouchons, etc. Donc ça m'avait d'ailleurs un petit peu fait peur, mais cette année, donc 2023, j'ai trouvé que c'était vraiment très bien organisé. J'ai pas eu ce problème de jetons parce qu'il n'y avait pas d'histoire de jetons pour acheter de la nourriture, boire, etc. Il y avait des stands de partout, des sanitaires de partout, des points d'eau de partout. Pas de problème de ce niveau-là. Au niveau de l'entrée du Grand Prix, j'ai pas attendu. J'ai dû peut-être attendre 1 minute pour passer mon pass, mais grand maximum. Donc j'ai jamais eu de problème d'attente. Hormis peut-être 1 ou 2 fois quand c'était des moments clés le dimanche, quand il y avait beaucoup de monde pour récupérer l'eau, des choses comme ça. Mais sinon, je trouvais que c'était plutôt bien organisé. Il y avait plein de personnes dans le circuit pour nous orienter si besoin. Et niveau trafic, c'est pareil. À mon grand étonnement, je n'ai pas eu de problème. Le matin, en général, en fait c'est pas en général, les 3 jours le matin il y avait personne sur la route. Et je vais vous donner des petits tips parce que c'est vrai que j'ai pas eu la question sur ça, mais je vais ajouter ma question par rapport à ça. Alors moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai pas payé de parking parce que ça coûte cher, j'y voyais pas l'intérêt. Donc ce que j'ai fait avant d'aller à Monza, c'est que j'ai regardé sur la carte autour du circuit près de mon entrée, parce que quand vous allez au Grand Prix, vous avez différentes entrées autour du circuit qui est plus ou moins près de votre tribune ou de là où vous êtes placé pour regarder le Grand Prix. En l'occurrence, sur la tribune 4, j'avais 2 entrées pour être proche de ma tribune, l'entrée A et l'entrée B. Et ce que j'ai fait en amont, c'est que j'ai regardé vers cette entrée s'il y avait des places de parking gratuits ou en tout cas des ruelles avec des places pour se garer. Et donc c'est ce que j'ai fait, j'en ai ciblé une et tous les jours j'allais à cet endroit-là pour me garer, et donc à chaque fois j'avais une ou deux places qui restaient pour me garer. Comme ça me permettait de pas passer là où tout le monde passait et de pas tourner en rond pendant 15 minutes pour chercher une place pour garer ma voiture, puisque je savais où j'allais directement. Ce qui fait que les 3 matins, donc le vendredi, samedi, dimanche, j'ai pas eu du tout de bouchons. J'ai toujours trouvé une place pour me garer, d'autant plus que le matin, à l'ouverture du Grand Prix, il y a beaucoup moins de monde, parce que en premier c'est les F3 qui roulent, après les F2, et c'est pas forcément ce qui attire le plus de monde, donc du coup il y a moins de trafic à ce moment-là. Et donc si vous ciblez un endroit, normalement vous ne devriez pas avoir de problème. Le soir par contre, alors il y avait forcément un peu plus de voitures parce que tout le monde part plus ou moins en même temps. Le vendredi j'ai pas eu de problème parce que comme je vous l'ai dit dans ma vidéo sur Monza, sur le Grand Prix, le vendredi il n'y avait pas tant de monde que ça. Le samedi par contre c'est le seul jour où j'ai eu des bouchons. J'ai peut-être eu 15-30 minutes de bouchons parce que j'ai fait l'erreur de partir en même temps que tout le monde. Donc forcément si on part tous en même temps, au bout d'un moment le trafic ne va pas être très fluide et il y aura des bouchons.
Et par contre dimanche pas du tout, j'ai peut-être eu un ralentissement de 5 minutes et encore, parce qu'en fait moi le dimanche je suis pas partie après le podium, comme je vous avais expliqué je suis allée sur le circuit, je suis allée voir le podium, j'ai vu les pilotes Ferrari etc. Ce qui fait que je suis partie peut-être 1 heure et demie après le Grand Prix, donc le trafic avait déjà beaucoup baissé, donc j'ai pas eu de problème. La prochaine question concerne les animations, donc comment sont les animations? Alors je vous avoue que j'ai pas trop participé à tout ça, enfin je suis pas allée en fait dans les animations, voir comment ça se passe etc, parce qu'en fait le Grand Prix de Monza est assez dense, il y a pas mal de catégories etc, et moi j'ai préféré privilégier regarder les monoplaces rouler et en profiter et en prendre plein les yeux. Et souvent en plus dans les animations, dans la fan zone, il y a beaucoup de monde. Enfin je remarque que la plupart des gens passent leur temps dans les animations que à réellement regarder les monoplaces rouler. Ce qui fait que je sais ce qu'il y avait comme animation parce que j'ai quand même fait le tour de la fan zone, donc j'ai vu particulièrement il y avait des simulateurs, des boutiques évidemment, qu'il y avait des pit stops, il y avait des expositions de voitures, etc. Mais moi j'ai pas voulu patienter, faire la queue pour faire des animations. Donc je pourrais pas dire si elles étaient bien ou non. Par contre, je peux dire qu'il y en avait pas mal à différents endroits et que visiblement les gens étaient contents. La prochaine question c'est salut, tu as réussi à avoir beaucoup de pilotes. Pour le coup, je suis pas allée à la recherche et à la rencontre des pilotes parce que encore une fois, j'ai préféré privilégier le roulage. Cependant, à 2 reprises, j'ai pu voir des pilotes. La première lors des interviews dans la fan zone. Donc ça c'est dans la fan zone le vendredi et le samedi, vous avez des interviews que ce soit pilote ou directeur d'écurie, ça dépend des plannings et de ce qui est possible ou non. J'y étais allée le samedi matin pour voir du coup les pilotes Ferrari, Mercedes, Red Bull, As et Alpine. Ce qui fait que j'ai pu plus ou moins on va dire en voir mais de très loin parce qu'il y avait forcément beaucoup de monde, mais j'ai pu voir et entendre les pilotes. Et ensuite la deuxième fois ça a été du coup le dimanche après la course, donc après la course, je suis allée sur la piste, je suis allée voir le podium, les stands, etc. Et j'ai pu voir à nouveau les pilotes Ferrari, donc Charles Carlos et Antonio Giovinazzi, de beaucoup plus près cette fois. Mais encore, ça a été furtif, 5 minutes, etc. Après, je sais que souvent, les gens, quand ils vont à un Grand Prix, ils arrivent à voir certains pilotes près des paddocks où j'ai beaucoup vu les 3 jours des gens attendre les pilotes devant leur hôtel. Parce que moi, quand je rentrais à mon Airbnb, je passais devant l'hôtel des pilotes Ferrari et il y avait énormément de monde qui attendait devant, que ce soit le matin quand j'arrivais ou le soir quand je partais. Donc si toutefois c'est quelque chose que vous voulez vous faire quand vous allez à un Grand Prix voir les pilotes, je sais que beaucoup attendent devant les hôtels, attendent à l'entrée des circuits vers les paddocks et sinon dans les fan zones. Et là, on va arriver à la question qui m'a été le plus posée sur Instagram. Alors, je vous ai découpé en 4 choses. Le logement, le billet, le voyage pour y aller et le coût de la vie. Dans le coût de la vie, je mets l'alimentation, l'achat sur place, etc. Deuxième aussi information, avant de vous donner le coût global, il faut savoir que moi, j'y suis allée avec mon cousin. Donc du coup, certains coûts tels que le logement ou le voyage est divisé par 2. Donc ce que j'ai fait, c'est que je vous ai mis le montant final total pour une personne, donc en ne divisant pas les coûts du logement et du voyage par 2, et pour 2 personnes pour que vous ayez vraiment le coût réel que moi j'ai déboursé pour ce Grand Prix. Pour la partie billetterie, donc le billet en tribune 4 sur 3 jours, je voulais la plupart et je vous l'ai dit sur Instagram, j'ai payé 600 € donc pour la tribune 4. Ensuite concernant le logement, donc j'ai pris un Airbnb qui se situait à 15 km du circuit, donc c'était vraiment près. La location globale était de 485 €, mais comme nous étions 2, j'ai payé du coup uniquement 243 €, enfin la moitié, c'est pas uniquement. Ensuite concernant le voyage, donc moi j'y suis allée en voiture, donc de France, qui fait que j'ai dû payer dans le voyage de l'essence, parce que ma voiture c'est une voiture essence. J'ai payé le tunnel du Mont Blanc, aller-retour, ce qui coûte extrêmement cher. J'ai dû payer le péage d'autoroute pour côté France et le péage autoroute côté Italie. Le péage Italie est très cher, ce qui fait que tout ça a coûté 335 €, donc essence, les 2 péages et le tunnel du Mont Blanc compris. Et enfin, le dernier coût, c'est le coût de vie entre guillemets, particulièrement la nourriture qui m'a coûté au total 58 €. Donc dans les 58 €, je compte à la fois l'alimentation sur le circuit,
donc manger sur place, et l'alimentation en dehors dans le Airbnb. Et l'achat de la casquette que j'ai acheté Ferrari qui m'a coûté 60 euros. Ce qui fait que si tous ces coûts étaient liés pour une personne, ça reviendrait à 1500 euros le week-end à Monza. Et pour moi, donc le fait que je sois partie avec une autre personne, ça revient du coup à 1100 euros mon week-end sur 3 jours. Prochaine question, c'est quoi qui t'a le plus impressionné? Alors moi je pense que ce qui m'a le plus impressionné, il y a deux choses. La première c'est en fait à la télé, on se rend pas forcément compte, comme on l'a dit, de la vitesse, mais surtout du coup du rapport en fait entre les monoplaces avec cette vitesse là. C'est-à-dire que quand les monoplaces elles se suivent comme ça, les unes derrière les autres, à 360 km/h, à la télé, on se rend pas compte en fait du danger et de comment les pilotes arrivent à gérer en fait cette proximité à cette vitesse là. En tout cas moi ça m'a choquée parce que j'ai vu en tout premier lieu avec les F3, donc qui sont quand même beaucoup moins rapides que les F1, et je trouve ça assez dingue qu'ils arrivent à se suivre d'aussi près, d'arriver à se déporter, à dépasser à ces vitesses là. Et à la télé on a tendance à pas trop s'en rendre compte, et c'est vrai que souvent quand les pilotes font des zigzags etc, nous en tant que spectateurs et non pilotes, on se rend pas entre guillemets forcément compte du danger, et c'est souvent que les commentateurs, donc Julien et Jacques, Jacques le répète souvent parce que lui il a été pilote donc il le sait, qui dit que c'est hyper dangereux, que il faut pas le faire etc etc. Et en vrai quand on va voir un Grand Prix et donc qu'on se rend compte en fait de ça, on se dit ok, effectivement c'est très 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 dangereux, effectivement c'est normal si tel ou tel pilote quand il fait des zigzags devant d'autres pilotes, il se prend des pénalités parce qu'effectivement à ces vitesses là c'est une dinguerie. Donc ça c'est ce qui m'a beaucoup impressionné sur place. Et la deuxième chose c'est le son, parce que encore une fois le son il est vachement plus bas à la télé, on se rend pas compte, et donc en vrai ça fait un bruit hyper impressionnant. Pour répondre à ta question, donc voilà, c'est les deux choses qui m'ont le plus impressionné. Prochaine question, l'ambiance elle doit être incroyable, et l'invasion de la piste, est-ce que ça se fait bien? Alors l'ambiance est incroyable, oui. Alors je pense aussi parce que j'étais en Italie, que j'étais entourée de tifosi, donc je pense que ça crée une ambiance assez dingue. Je sais pas si c'est la même chose sur tous les grands prix, en tout cas à Monza oui, et particulièrement quand les pilotes passaient, il y a vraiment une adoration et un amour pour les pilotes Ferrari qui est assez impressionnant. Et est-ce que l'invasion de la piste se fait bien? Je dirais oui. Je savais pas du tout où étaient les entrées pour envahir la piste. Du coup, j'ai attendu de voir les autres entrées pour pouvoir à mon tour rentrer sur la piste. Mais en l'occurrence, quand on est dans la tribune 4 où j'étais, entre ma tribune et celle qui était à ma droite, il y avait en fait une entrée pour envahir la piste. Donc quand on est comme moi dans les tribunes, ça se fait assez bien. Enfin, j'ai juste à descendre de ma tribune et à rentrer. Après, dans un autre côté de la piste, je sais pas si c'est la même chose. En l'occurrence, comme j'étais pas très loin du podium, si je voulais rentrer sur la piste vraiment au moment où on peut rentrer sur la piste, j'aurais été devant sans problème, je pense. Prochaine question, pas trop mal aux oreilles. Je vous avais fait un petit peu une story avant de partir où je vous avais dit que j'avais acheté des bouchons d'oreilles. Et alors, je les ai achetés, je les ai pas utilisés. J'ai regretté le premier jour et presque le dernier jour. Pourquoi? Parce qu'en fait le premier jour c'est très très intense en termes de roulage de voiture, ça roule tout le temps parce qu'avec tous les essais, les qualifs etc de toutes les disciplines, et bah ça roule toute la journée de 9h30 à 20h ou 19h30 je sais plus, ce qui fait que quand ton oreille est pas habituée à ce genre de son, forcément bah ça va l'impacter. Surtout que c'est pas des petits bruits, c'est des très gros bruits intenses, d'autant plus que au-delà des monoplaces, toute la journée il y a du son qui est balancé en fait dans les enceintes, et nous on avait une enceinte vraiment en face de notre tête au spectateur qui était dans la tribune 4, ce qui fait que on avait le bruit des monoplaces, on avait le bruit des speakers, on avait le bruit des vidéos qui tournaient en boucle, bref il y avait du son toute la journée. Et pour être 100% transparente, le vendredi, moi je suis partie du circuit avec une migraine. Après je suis migraineuse de base donc je pense que ça aide pas, mais j'avais vraiment mal à la tête. Il était temps en fait que ça se termine et que, que ça redescende un petit peu. Le samedi par contre, pas de problème, j'ai pas eu de soucis d'oreille. Et le dimanche, à partir du milieu du Grand Prix de F1, donc le milieu de la course à peu près, j'ai commencé à perdre un peu l'audition de l'oreille gauche. Je sentais que je crois que mes oreilles commençaient à un peu en avoir marge d'entendre ce son en continu pendant 3 jours. Donc il était temps que ça s'arrête, et donc je suis repartie avec une audition du côté gauche un peu plus faible, mais là ça va très très bien. C'est juste que sur le moment l'oreille effectivement elle s'est mise
en mode ras-le-bol, stop. Mais sinon ça va, ça aurait pu être pire. D'ailleurs, question qui est revenue un petit peu similaire, plutôt drôle, les bouchons d'oreille, ils sont plus servis pour les F1 ou les tifosi? Non, on va pas se mentir, les F1 ça fait quand même beaucoup plus de bruit que les tifosi, mais n'empêche que les tifosi ça crie beaucoup quand même. Avant-dernière question, et donc là c'est ton impression générale sur l'amour des tifosi à la Scuderia, comment tu l'as vécu sur ton week-end? J'en ai un petit peu parlé dans les questions précédentes. Les tifosi, c'est quelque chose de particulier. Je pense qu'en termes de fans en sport auto, en tout cas en F1, il n'y a rien au-dessus des tifosi. Quand on les voit, quand on est entouré d'eux, on se rend compte qu'il y a un truc, un lien en fait. Je ne saurais même pas comment expliquer, c'est comme si la Scuderia faisait partie un petit peu de leur famille. Vous voyez un peu le truc, c'est ils ont une adoration, que ce soit pour la team et que ce soit pour les pilotes. Et je confirme en fait que sur place c'est assez dingue quand un pilote passe, ça crie dans tous les sens, ça encourage, que ce soit un pilote ou un autre, enfin vraiment c'est assez dingue. Et je l'ai vécu hyper positivement parce que pour le coup, il n'y avait pas de... Bon, j'avais une casquette Scuderia Ferrari, donc j'allais pas m'attirer des problèmes, mais il n'y avait pas de négativité, hormis effectivement quelques sifflements quand Verstappen a gagné la course et quand il a parlé au micro, mais de façon globale, entre les fans et il n'y a jamais eu de problème. Et dernière question, prochain GP. Là, aujourd'hui, il n'y a rien d'inscrit, il n'y a rien de figé, il n'y a rien de fait, il n'y a rien de tout ça. Mais moi j'aimerais beaucoup aller l'année prochaine du coup au Grand Prix de Spa et ou le Grand Prix de Monaco. C'est vraiment deux Grands Prix que je rêve de voir. Monaco pour la partie technique, les vitesses aussi près des murs, etc. Ça doit être assez impressionnant. Et Spa parce que c'est un circuit incroyable, chargé d'histoire et je pense que c'est un circuit à voir au moins une fois dans sa vie. Donc ça vraiment c'est mes deux objectifs pour 2024 et peut-être 2025 si je peux pas avoir les deux la même année. Et au-delà de la F1, j'aimerais beaucoup faire le GP France de moto, parce qu'apparemment c'est hyper impressionnant la moto à voir en vrai. Donc voilà, ça c'est les 3 potentiels GP que j'aimerais faire l'année prochaine. Après pour le reste, on verra. Voilà, j'espère que j'ai répondu au mieux et le plus vrai possible à vos questions. Si toutefois vous avez d'autres questions concernant le Grand Prix, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Je me ferai un plaisir de prendre le temps de vous répondre. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et là, on va arrêter de parler du Grand Prix de Monza et on va parler d'un tout autre sujet, évidemment toujours lié à la Formule 1. Et j'espère d'ailleurs que ça vous plaira. Salut!